depuis le temps que cette femme seule regardait à la fenêtre. Sans aucune raison, cette femme seule regardait à la fenêtre, assise sur son fauteuil. Assise sur son fauteuil en cuir noir, elle regardait à la fenêtre. Sa grande et sa longue chevelure noire débordait sur ses épaules. Sa longue et grande chevelure noire débordait sur ses épaules. Elle ne faisait que regarder par la fenêtre. La lampe à côté, sur le côté, près de son fauteuil, était en train de l'éclairer, tandis que le reste de sa maison était plongé dans le noir. Tandis que le reste de sa maison était plongé dans le noir. Tandis que l'extérieur n'était qu'éclairé par la lumière de la lune. Tandis que l'extérieur n'était qu'éclairé par la lumière de la lune et l'intérieur de sa maison plongé dans le noir, elle, éclairée par la seule lumière de sa lampe, regardait par la fenêtre. Elle regardait par la fenêtre par la seule lumière de sa lampe, et elle n'y voyait que l'obscurité, les ténèbres, et peut-être le tronc de l'arbre qui était juste devant la fenêtre. Elle n'y voyait que le tronc de l'arbre qui était juste devant la fenêtre. Derrière elle, elle était persuadée voir des gens qui la regardaient elle-même. Elle était persuadée voir des gens qui la regardaient elle-même depuis derrière. Depuis derrière son fauteuil, elle était persuadée qu'une famille, un homme, une femme, une autre femme et un enfant, une jeune fille et un jeune garçon. Elle était persuadée que cette famille, une jeune femme, un homme et 2 enfants, étaient derrière elle et la regardaient. Elle se retournait de temps en temps, mais le plus souvent, elle regardait dehors. Elle regardait le plus souvent dehors, et elle regardait le noir total. Elle ne faisait que ça de ses journées, à part prendre un livre de temps en temps dans la bibliothèque. À part peut-être prendre un livre dans la bibliothèque, elle ne faisait que ça de ses journées. Persuadée qu'il y avait une famille derrière elle se tenant la main, des ombres qui la regardaient. Des ombres qui la regardaient, qui se tenaient la main derrière elle. Persuadée qu'il y avait ça de temps en temps, elle sortait de sa maison. Regardant à l'intérieur et sur son fauteuil, elle n'entendait rien, mis à part derrière elle peut-être une respiration. Mis à part une respiration peut-être derrière elle, elle n'entendait rien, jusqu'au jour où elle s'est retournée. Derrière un arbre, elle a aperçu une ombre qui la regardait. Mais mis à part ça, elle n'a rien aperçu d'autre que son fauteuil, seul, éclairé à l'intérieur de sa maison. Éclairée à l'intérieur de sa maison, elle n'a rien aperçu d'autre que son fauteuil et la lampe qui éclairait la dernière trace de là où elle était partie. La lampe qui éclairait la dernière trace de là où elle était restée assise avec son livre refermé sur le côté du fauteuil. Sur le côté du fauteuil, son livre refermé, il y avait la trace de ses pieds, de ses jambes croisées sur son fauteuil. La lumière éclairait le fauteuil vide et elle était à l'extérieur, regardant par la fenêtre. Elle y voyait 4 ombres derrière son fauteuil. Derrière son fauteuil, elle y voyait 4 ombres, un homme, une femme et 2 enfants qui se tenaient la main. Leur visage n'existait pas, on ne pouvait pas les voir. Leur visage n'existait pas, on ne pouvait pas les voir, et derrière le fauteuil, il y avait le livre qui avait été posé, refermé, alors que quand elle était partie sur son fauteuil, elle avait posé son livre à une page bien précise. Elle avait posé son livre à une page bien précise, ouverte. Cette page ouverte et bien précise qui avait été posée sur le côté. Elle l'avait laissée là exprès pour pouvoir reprendre son livre quand elle rentrerait. Mais le livre avait été posé quand elle avait regardé par la fenêtre. Quand elle avait pris le temps de regarder par la fenêtre, elle avait vu que son livre avait été posé mais fermé. Ce n'était pas elle qui l'avait déplacé, ce n'était pas elle qui l'avait remis comme ça. Elle a regardé un peu plus profond dans sa maison. Un peu plus profond dans sa maison, elle a regardé et elle a aperçu une ombre, un homme avec de larges épaules. Elle a aperçu une ombre, un homme avec de larges épaules. Une porte s'est soudainement claquée à l'intérieur. Elle n'a pas entendu le claquement de la porte à cause des murs de briques de la maison. À cause des murs de briques, elle n'a pas entendu le claquement de la porte, mais une porte s'est claquée à l'intérieur, la porte d'un couloir et la porte d'une chambre. Au 2e étage, une porte s'est claquée et un vase avec des fleurs dedans est tombé. C'était des roses blanches et des roses roses. Des roses blanches, des roses blanches, des roses qui étaient roses. Il y avait d'innombrables sortes de roses dans cette maison, des roses rouges, des roses roses, des roses blanches. Dans ce vase, il n'y avait que roses blanches et roses rouges. À l'intérieur, elles sont tombées, mais elles étaient fanées depuis longtemps. Le vase est tombé, la porte s'est claquée, mais au travers des murs de la maison qui étaient assez larges, elle ne pouvait pas entendre la porte se claquer.
mais derrière, elle savait qu'il y avait une ombre, l'ombre d'un homme avec de larges épaules, et l'ombre d'une femme avec des épaules un peu plus fines et une corpulence un peu plus fine. La femme, très bizarrement, était beaucoup plus grande que l'homme. La femme, très bizarrement, était beaucoup plus grande que l'homme. Elle était plus grande et plus imposante. La femme était plus imposante, beaucoup plus grande, mais tenait la main de l'homme. L'homme était un peu plus petit. Il mesurait 1,80 m. La femme était un peu plus grande. Elle mesurait peut-être 1,90 m. Ce qui n'est pas commun pour une femme. Ce qui n'est pas commun pour une femme, la femme mesurait 1,90 m. L'homme mesurait 1,80 m. Les deux ombres derrière se tenaient la main, et les deux enfants devaient mesurer peut-être 1,50 m. Ils se tenaient la main, c'était un homme et c'était une fille. C'était une fille, c'était un homme, c'était un enfant, un garçon et une fille. Ils se tenaient la main. Sur le côté, il y avait une autre ombre près d'une porte. Il y avait une autre ombre près d'une porte qui tenait la main à quelqu'un qui était derrière la porte. La porte était grande ouverte et peut-être que derrière la porte, il y avait encore quelque chose de ténébreux, de totalement noir. Derrière la porte, il y avait peut-être quelque chose de totalement noir et de ténébreux. Cette ombre devait peut-être tenir la porte à cette chose. Peut-être que ce devait être une femme, peut-être que ce pouvait être un homme. Elle ne savait pas, mais elle tenait la main, car elle avait la main dans le vide derrière la porte. Elle était debout derrière, et cette ombre de 1,90 m était en train de tenir la porte à quelque chose. Elle était en train de tenir la main à la porte, et quelque chose se trouvait derrière cette porte. Une ombre, ou alors peut-être un noir total. Peut-être que c'était une ombre, peut-être un noir total. Elle est rentrée dans sa maison et a regardé autour d'elle. Elle a regardé les murs, elle a regardé les murs, elle a regardé le lustre, elle a regardé les fenêtres, elle a regardé dehors. Ensuite, elle a regardé une nouvelle fois à l'extérieur. À l'extérieur, elle s'est mise sur son fauteuil, elle n'a pas pris son livre, elle n'a pas daigné prendre son livre, elle s'est mise sur son fauteuil. Et sur son fauteuil en cuir noir abîmé, elle s'est mise face à la fenêtre et elle a regardé dehors. Elle ne voyait que le tronc de l'arbre, cet arbre qui avait été brûlé. L'écorce était noire, cet arbre qui avait été brûlé. Elle ne voyait que cet arbre. Elle regardait par la fenêtre, elle n'a même pas daigné prendre son livre. Elle regardait par la fenêtre, elle ne voyait que le tronc de l'arbre qui avait été brûlé. Il était calciné et noir, l'écorce était tombée. De l'intérieur, elle pouvait voir la fissure qu'avait fait le tonnerre. La fissure qu'avait fait le tonnerre et les éclairs, elle pouvait voir ensuite un gros nuage noir au-dessus. Au-dessus de sa maison et au-dessus de l'arbre, au-dessus du tronc d'arbre qui avait été calciné, un gros nuage noir qu'elle pouvait apercevoir. Elle s'est retournée et elle a vu une ombre derrière elle, qui n'a pas daigné faire un seul mouvement. Cette ombre derrière elle n'a pas daigné faire un seul mouvement, elle n'a pas daigné bouger ou lui tendre le bras, elle n'a pas daigné dire quelque chose, elle est juste restée là. Neutre, elle l'a regardée. Pendant un instant, elle pensait que cette ombre avait peut-être un rapport avec la maison. Elle l'a alors regardé un instant, l'ombre a disparu. Une autre porte s'est claquée, elle a monté l'escalier. Elle a pris l'escalier, elle a mis sa main sur la rampe et elle a monté l'escalier, les marches les unes après les autres. L'ombre est restée en bas, tout en bas des escaliers à la première marche, l'ombre est restée en bas et la regardait monter. La jeune femme montait à l'étage et prenait marche après marche en tenant la rampe. En tenant la rampe, marche après marche, elle montait. Elle gardait la rampe à la paume de sa main, et marche après marche, elle montait. Arrivée au deuxième étage, l'ombre était toujours en bas, et la regardait monter l'escalier. Elle était arrivée en haut et s'était posée sur le haut de l'escalier. Elle s'était posée sur le haut de l'escalier, elle regardait l'ombre, qui elle-même la regardait du bas de l'escalier. Elle avait passé toutes les marches et avait gardé la paume de sa main sur le bord de la rampe. La rampe d'escalier était cassée tout en haut de l'escalier, il y avait une porte qui s'était refermée derrière elle. L'ombre avait disparu quand elle s'était retournée, mais la fenêtre derrière elle était ouverte. Quelqu'un était peut-être passé et rentré dans la maison. Il y avait un grand rideau blanc sur le côté. Sur le côté, il y avait un grand rideau blanc. Elle n'avait pas la certitude que quelqu'un était rentré. Elle n'avait pas la certitude que quelqu'un était rentré, mais elle voyait sur le côté ce grand rideau blanc qui atteignait presque le sol et qui était ride. Elle voyait alors qu'il y avait cette femme qui se présentait. Elle avait des rides sur tout le corps. Cette femme qui se présentait à elle avait des rides sur tout le corps. Mais rigide, elle voyait les rideaux blancs derrière cette femme. Cette femme est apparue derrière un rideau blanc, rigide, qui tombait jusque par terre, et qui posèrent à peine le tissu et le bord
À peine le tissu et le bord de la couture du rideau, à peine posés sur le bord et sur le plancher. Sur le plancher au deuxième étage, à peine la couture du tissu posée sur le plancher. À peine le rideau rigide et droit, lisse, jusque par terre, à peine posé sur le plancher. Cette jeune femme, avec toutes des rides sur son corps, se présentèrent à la jeune femme. Elles montèrent alors les escaliers, passèrent la porte et s'enfermèrent dans une chambre. Elles se retournèrent une nouvelle fois et vurent alors la femme, couverte de rides, autant sur les jambes que sur les bras, autant sur le visage qu'en dessous des yeux. Elles regardaient cette femme et elle s'avançait très légèrement. La porte s'était ouverte et la fenêtre aussi. Elle se reculait et elle avait peur. Posant ses mains sur le bord de la fenêtre, elle avait le vertige en regardant en arrière la hauteur qu'il y avait entre la maison et la fenêtre. La jeune femme était repliée chez elle. Elle était repliée chez elle dans son salon, à tel point qu'on pouvait en voir les vertèbres de sa colonne vertébrale. À tel point qu'on pouvait en voir les vertèbres de sa colonne vertébrale. Elle était repliée chez elle. Au milieu de son salon, elle était en train de ramasser la terre qu'il y avait autour d'elle. Elle avait enlevé le plancher. Elle avait enlevé le plancher. Elle avait creusé avec ses mains et ses ongles qui s'étaient enlevés. Ses mains et ses ongles qui s'étaient enlevés, la paume de ses mains qui était trouée, remplie d'échardes et de morceaux de bois. Remplie d'échardes et de morceaux de bois, la paume de ses mains qui était trouée, qui était coupée, coupée par le couteau qu'elle avait en main, coupée par le couteau qu'elle avait en main, et la lame qu'elle avait de l'autre côté dans son autre main. La paume de ses mains était trouée. La paume de son autre main était couverte de sang. La paume de sa main gauche était couverte de sang. La paume de son autre main était trouée, il y avait des trous à l'intérieur. Des insectes, des cafards, des termites, des vers, des larves. Des larves, des vers, des cafards, des termites. Tout cela rentrait par les trous et ressortait, voyant au travers de son bras dans ses veines, voyant dans ses veines et en dehors de ses veines, sous la chair et en dessous des os, voyant des larves se balader. Voyant des larves se balader entre la chair, entre les os, entre les articulations, les phalanges, et entre ses veines, entre ses artères qu'il y avait dans son bras. Elle regardait ainsi son bras et voyait les vers et les larves traverser son bras. Elle se recula un instant contre la porte. Contre la porte, elle se recula un instant. Dehors, elle entendait une jeune fille rire. Dehors, elle entendait cette jeune fille rigoler. Elle a regardé par la fenêtre. Elle s'est soulevée sur son bras, cela lui faisait mal, à cause des larves qui étaient en train de parcourir ses veines. À cause des larves qui étaient en train de parcourir ses veines et de ronger ses os. Les autres insectes, tels que les blattes qu'il y avait autour d'elle. Tels que les blattes qu'il y avait autour d'elle, qui rentraient par le trou qu'il y avait dans la paume de sa main. La paume de sa main était contre le sol, plus écartée que jamais, la peau était étirée. Il y avait une coupure sur la paume de sa main gauche, et sa main gauche était couverte de sang. Le couteau était sur le côté. Le couteau, lui, était sur la lame, sur le côté. La lame contre la terre, il y avait une blatte qui était en train de ramper sur le couteau. Elle la prit et elle se protégeait, entendant les rires de cette petite fille derrière elle. Entendant les rires de cette petite fille derrière elle, elle se protégeait avec le couteau. Elle avait mal parce qu'elle avait une coupure à la main gauche. Elle saignait très fort et le sang atteignait même le dessus de son bras. Le sang atteignait même le dessus de son bras et le haut de sa clavicule, voire peut-être son épaule. Elle avait une épaule qui n'était pas si large. De l'une à l'autre, elle avait une épaule qui n'était pas si large. L'autre était un peu plus large. Quand elle se regardait dans le miroir, elle était bossue et déformée. Elle était bossue et déformée quand elle se regardait dans le miroir. Elle avait une épaule un peu plus large et un peu plus grande que l'autre. L'autre épaule était un peu plus fine et un peu plus petite. Elle regardait son épaule un peu plus petite, et c'est là que s'écoulait le sang, jusqu'à son avant-bras, jusqu'à sa clavicule. Jusqu'à sa clavicule, jusqu'à son avant-bras, jusqu'à son bras, et jusqu'à son poignet s'écoulait le sang, qui était de son épaule, qui était la plus petite et la moins large. La moins large et la plus petite, la plus faible et la moins puissante. Son épaule était couverte de sang et sa main était couverte de sang. Elle tenait en main le couteau et elle tremblait assez fort. On voyait qu'elle était faible de ce côté-là.
On voyait qu'elle était faible de ce côté-là et qu'elle n'avait pas de puissance, pas beaucoup de puissance. De l'autre côté, elle avait beaucoup de puissance lorsqu'en haut, elle entendit une porte grincer pendant assez longtemps. Pendant assez longtemps, elle entendit une porte grincer, comme si quelqu'un hésitait à ouvrir la porte. Comme si quelqu'un avait hésité à ouvrir la porte ou hésitait à ouvrir la porte. Elle entendait cette porte grincer et elle leva les yeux au ciel. Elle leva les yeux au ciel, enfin, elle leva les yeux plus clairement au plafond. Elle regardait le lustre penché de droite à gauche, avec les gouttes d'eau qu'il y avait au plafond, car il y avait une fissure sur le toit. Car il y avait une fissure sur le toit, elle regardait les gouttes d'eau du plafond qui étaient en train de tomber le long du lustre. Le long du lustre, elle regardait ces gouttes d'eau qui étaient en train de tomber sur le métal. Le métal était rouillé et faisait un bruit, un grincement. Ce bruit, ce grincement qui faisait au travers la maison un écho qui résonnait comme des portes qui grinçaient. De temps en temps, on pouvait avoir l'impression que certaines portes étaient en train de grincer. Elle s'était levée et s'était mise sur un tabouret, sur une chaise. Sur une chaise, elle s'était levée et s'était mise sur un tabouret. En face, il y avait une ombre, une femme avec une longue chevelure noire. Son visage était encore impossible à voir. Leur visage était impossible à voir. Et l'homme, avec des cheveux courts et avec de larges épaules, était devant moi. Il me regardait, je sentais qu'il me regardait, mais il n'avait pas de visage, encore impossible à voir, comme la femme. Sa longue chevelure noire, par contre, je la voyais. J'arrivais à voir ce qui délimitait son visage de son corps. J'arrivais à voir ce qui délimitait son visage de son corps. Ses épaules étaient délimitées par un petit trait blanc, une petite lumière qui ressortait de la pleine lune. La pleine lune éclaircie et la lune pleine à l'extérieur faisait une petite délimitation à son menton. Il y avait ses épaules qui étaient assez faibles comme les miennes, et il y avait les épaules de l'homme qui étaient assez fortes. Je regardais l'homme, il me regardait. La femme et l'homme me regardaient. Les deux enfants étaient sur le côté et regardaient là où il y avait cet enfant. Les deux enfants étaient sur le côté, regardaient à la fenêtre. La fenêtre était ouverte, il y avait un courant d'air froid qui passait. Les deux enfants regardaient à l'extérieur, il y avait un autre enfant dehors qui avait l'air réel. Cet enfant dehors avait l'air réel, son visage, je pouvais l'apercevoir. Il était délimité aussi par les lumières de la pleine lune et d'elle. La pleine lune, la lune pleine, délimitait les visages de chaque personne qu'il y avait autour de la maison. Aux alentours de la maison, il y avait ce petit garçon bel et bien vivant, qui venait souvent avec une petite pelle à jardin, déterrer des rats, qui repartait par la forêt. Il repartait par la forêt, et à l'arbre qu'il y avait en face de ma fenêtre, il jouait de temps en temps avec la ficelle et avec le pneu du tracteur. Il jouait de temps en temps avec la ficelle, avec la corde et le pneu du tracteur qui faisait une balançoire pour lui. Il y avait cette corde et ce pneu de tracteur qui faisait une balançoire pour lui. De temps en temps, il y jouait. Il repartait ensuite dans la forêt avec sa petite pelle à jardin. Il avait un seau dans lequel il mettait des rats, des petits rats noirs. Ce devaient être des petits rats noirs, des bébés rats, ou alors ce pouvait être des bébés souris. Ce devaient être des petites souris noires que je n'avais jamais vues auparavant. Il les mettait les unes après les autres dans un seau rouillé et usé en métal. C'était un seau rouillé et usé en métal, rempli à ras-bord d'eau. Rempli à ras-bord d'eau avec un léger courant d'air autour de lui, un léger courant d'air froid. Je sentais que les feuilles bougeaient seulement autour de lui les quelques branches qu'il y avait au-dessus. Les quelques branches qu'il y avait au-dessus bougeaient très légèrement. Le courant d'air qu'il y avait autour de lui était en train de bouger très légèrement lui aussi. Le courant d'air qu'il y avait autour de lui bougeait très légèrement lui aussi. Les quelques feuilles et les quelques branches qu'il y avait au-dessus de lui faisaient un léger courant d'air qui descendait autour de lui. Il avait de l'eau dans son seau qui atteignait la surface. Il avait de l'eau dans son seau qui atteignait la surface parce qu'il y mettait les petites souris noires. Il déterrait ensuite entre les racines le terrier des petites souris noires. Il les tuait et leur tordait le cou. Il les mettait dans son seau et repartait dans la forêt avec sa pelle qu'il avait mis dans son seau avec l'eau et les petites souris noires. Il repartait avec ses petites souris noires, avec l'eau, avec la terre qu'il avait pris entre les racines des arbres, et il repartait dans la forêt. Il ne se tournait pas vers ma maison. Il ne se tournait même pas vers ma maison. Il ne se tournait jamais vers la maison. Il ne s'y tournait pas vers la porte et il ne me regardait même pas. Il n'avait jamais regardé par la fenêtre et je n'avais jamais vu son visage. Peut-être n'en avait-il pas. Peut-être n'avait-il pas de visage, mais il ne se tournait pas vers la porte, encore moins vers moi et vers la fenêtre. Il ne regardait pas mon fauteuil usé sur lequel je me mettais chaque soir.
Il ne regardait pas la lampe qui éclairait mon fauteuil usé, et il ne regardait pas mon livre fermé que je reprenais chaque soir à la même page et que je relisais. Il partait dans la forêt avec sa petite pelle de jardinage et avec ses petites souris noires. Il repartait avec son seau, sa pelle à jardinage et ses petites souris noires qu'il avait déterrées, auxquelles il leur avait tordu le cou. Du sang était à l'intérieur de l'eau et se mélangeait à l'intérieur de l'eau qu'il avait mis dans son seau. Dans son seau, il y avait du sang qui se mélangeait dans l'eau, et les petites souris noires qui avaient le cou tordu étaient toutes dans le seau et à l'intérieur du sang et à l'intérieur de l'eau. C'était de l'eau qui provenait d'un lac plus loin dans la forêt. Plus loin dans la forêt, il y avait un lac. C'était de l'eau qui provenait de là-bas, et le sang des souris se mélangeait à l'eau qu'il y avait dans le seau. Il le tenait et faisait déborder de l'eau qui tombait par terre sur les racines des arbres. C'est pour ça que de temps en temps certains arbres venaient à mourir. C'est pour ça que de temps en temps certains arbres venaient à mourir devant moi et que je retrouvais des arbres en pleine santé le lendemain, mais qui finalement avaient été... Ces arbres que je retrouvais en pleine santé en face de chez moi finalement avaient été retrouvés morts le lendemain, entourés de ronces. Entourés de ronces, ces arbres en pleine santé que je retrouvais morts, je comprenais pourquoi je les retrouvais morts. C'était parce qu'ils avaient été mélangés à cette eau et à ce sang qui venait du cou tordu de chaque petite souris qu'il avait tuée. Ça venait du cou tordu de chaque petite souris qu'il avait tuée, et ça venait du sang qu'il avait versé dans l'eau. Cette eau était tombée sur les racines des arbres, et les racines des arbres avaient pourri avec le temps, alors que les arbres étaient en pleine santé. En face de chez moi, il n'y avait plus qu'un amas de ronces et de roses fanées, sur lesquelles il y avait un arbre sur le côté, avec une petite balançoire de travers, avec une ficelle et une corde qui étaient attachées à un pneu de tracteur. Ce soir-là, en face de mon lit, j'y ai retrouvé un coffre. J'y ai retrouvé un coffre en face de mon lit. Quand je l'ai ouvert, il n'y avait que des bijoux de femme. Je les ai regardés attentivement. Tous ces bijoux de femme qu'il y avait à l'intérieur. Des bagues, des petits morceaux de tissu, à l'intérieur desquels il y avait encore des bagues. Il y avait aussi des colliers et des bracelets. J'ai regardé ça attentivement. Quand j'ai levé la tête, il y avait un cadre au-dessus de moi. Ce cadre était là depuis longtemps. C'était un cadre sombre. Il était marron foncé, presque noir. C'était un cadre entouré de dorures. Entouré d'un cadre en dorure, cette peinture était marron foncé presque noir, brune. Derrière, il y avait une femme, avec un visage. C'était une femme noire, et elle avait un visage méchant. Un visage qui n'était pas commode, un visage méchant, qui ne prêtait pas la légèreté, et qui ne prêtait pas non plus la bienveillance. Ça ne prêtait pas la légèreté, ça ne prêtait pas la bienveillance. Quand je regardais son visage, j'avais plutôt l'impression qu'elle était malveillante. Quand je regardais ce visage, le visage de cette femme noire avec de grands colliers blancs, c'était une femme avec une grande robe noire. Elle avait un visage malveillant, et elle respirait la lourdeur. Elle avait de lourds colliers autour d'elle, et une grande robe noire. Elle était au milieu de la tache brune foncée. On pouvait à peine voir son visage, quand soudainement la nuit, quand j'ai mis la couverture sur mes épaules, quand je l'ai rapproché de moi et que je me suis mis dans mon lit, tourné vers la peinture qui me regardait fixement. Tourné vers le cadre doré de la peinture qui me regardait fixement, et la peinture elle-même à l'intérieur, la peinture brune foncée et marron foncé presque noire, qui me regardait fixement. Le visage de cette femme est apparu. Comme s'il me regardait pour de vrai, il est apparu et m'a regardé. Je me suis tourné vers la fille, une fille qui était assise sur une petite chaise. Je me suis tourné vers cette fille qui était assise sur la petite chaise. Ce n'était pas une vraie fille, c'était une fille en porcelaine. C'était un mannequin, une fille en porcelaine, utilisée pour la couture dans les anciens temps. Utilisée pour la couture dans les anciens temps, cette petite fille en porcelaine qui était assise juste en face de moi. Elle avait une petite robe rose pâle.
Elle avait une petite robe rose pâle et elle était assise là juste en face de moi. Je la regardais, et cette petite robe n'était plus sur elle, il n'y avait plus que la fille en porcelaine assise sur la chaise. La robe avait été soigneusement mise à un porte-manteau. La robe avait été soigneusement mise à un porte-manteau, cette petite robe rose pâle. C'était une robe rose pâle et presque un peu blanche, avec un tutu presque un peu rouge, mais rouge quand même un peu rose. J'ai regardé cette petite robe qui était dans les teintes du rouge, du rose pâle, du blanc. Cette robe avait été mise soigneusement là. La lumière de la lune qui était claire. Ce n'était pas une pleine lune, mais la lumière de la lune dehors qui était claire. Elle était presque pleine, mais ce n'était pas une pleine lune. Ce n'était pas une lune pleine, elle était presque pleine, mais ça ne l'était pas. Quand j'ai regardé dehors, la lumière de la lune rendait cette robe un peu plus pâle, voire peut-être d'une couleur un peu plus orangeâtre. La couleur était un peu plus orange, mais quand même un peu pâle. J'ai regardé la couleur de cette robe, et elle était devenue orange un peu pâle. Comme lorsqu'on voit le soleil se lever le matin et que le ciel est un peu jaune citron, est un peu blanc. Comme quand le ciel est un peu jaune citron ou est un peu jaune et blanc, et qu'on voit le ciel qui arrive droit vers nous. Quand on voit le ciel qui arrive droit vers nous, qu'il est un peu jaune citron, un peu blanc, et qu'il est un peu pâle, et puis qui finit par être rouge, quand on aperçoit le soleil à son solstice, entre la ligne d'horizon et entre la ligne qu'il y a tout au fond, là où on peut apercevoir les arbres en noir. Là où on peut apercevoir les arbres en noir entre la ligne d'horizon et entre le milieu de ma fenêtre juste en face du soleil, là où il y a ces petites nuances orange, et là où il y a ces petites nuances orange et rouge, je peux apercevoir le soleil, une grande boule rouge et une grande boule jaune. Une grande boule jaune en fusion. Je peux apercevoir le soleil en fusion, une grande boule jaune citron, jaune un peu plus clair, orange, parfois rouge, avec des éclats de rouge. Je peux apercevoir le coucher de soleil, et le coucher de soleil avec des éclats de rouge superposés sur un jaune citron et un jaune presque blanc, un jaune pâle avec peut-être une superposition de mauve, ou peut-être voire même une superposition de mauve un peu plus teinté foncé. Un peu plus teinté foncé, presque marron foncé, cette superposition de mauve devient parfois de temps en temps presque rose, rose pâle, pour avertir qu'il y aura de la neige. Ce jour-là, j'ai vu toutes ces superpositions de couleurs, et le coucher de soleil s'est mis juste en face de ma fenêtre. Le coucher de soleil s'est mis juste en face de ma fenêtre, et je l'ai aperçu. Juste en face de ma fenêtre, j'ai vu les superpositions de couleurs. Le mauve très très foncé, presque comme du orange. Le mauve très très foncé, presque comme du orange. Le orange très foncé, presque comme du brun. Le brun très foncé, presque comme du noir. Et le jaune presque jaune citron qui était apparu. Le jaune presque clair comme du blanc qui était apparu au-dessus. Et la superposition de toutes ces couleurs faisait un coucher de soleil parfait. La superposition de toutes ces couleurs était en train de faire un coucher de soleil parfait qui encerclait la maison. Ce coucher de soleil qui encerclait la maison, j'avais beau me tourner à droite, à gauche, ou j'avais beau me mettre à la fenêtre en face, j'avais beau me mettre à la fenêtre près de mon lit, à côté, j'avais beau me mettre à la fenêtre, la toute petite fenêtre qu'il y avait juste à côté du tableau, j'avais le regard de cette femme dans les yeux. Je me suis tourné et j'ai pris le crucifix qui était par terre accroché au mur. Le crucifix qui était par terre, je l'ai pris, je l'ai accroché au mur et je l'ai repris dans mes mains. Je l'ai serré fort et j'ai vu que quand je regardais les couleurs mauves, peut-être un peu brunes et peut-être un peu brunes et marron foncé, la jeune femme me regardait avec un regard néfaste. Elle me regardait avec un regard néfaste quand je regardais les couleurs mauves, peut-être un peu brunes foncées et peut-être marron clair. Peut-être marron clair ou marron foncé, peut-être marron très foncé, presque noir. Quand je regardais ces couleurs, la jeune femme se tournait vers moi à la fenêtre. Et à la petite fenêtre, quand je regardais ces couleurs, quand je regardais les couleurs jaunes pâles, blanches ou peut-être voire même blanches pâles et jaune citron, elle me regardait d'un regard malveillant. Elle me regardait d'un regard malveillant quand je regardais les couleurs jaunes, jaune pâle, jaune citron et peut-être un peu blanc pâle, voire même peut-être entièrement blanc. Voire même peut-être entièrement blanc, elle me regardait d'un regard malveillant. Quand je regardais le rose, elle me regardait comme si quelque chose allait se passer, quelque chose de pas bienveillant. Comme si quelque chose de pas bienveillant allait se passer, quand je regardais le rose, elle me regardait comme si quelque chose allait se passer. Je me suis tourné vers elle et elle ne me regardait plus. Elle était à nouveau comme elle avait été peinte dans la peinture.
Elle était à nouveau comme elle avait été peinte dans la peinture, jusqu'à ce que je me remette en face et que je regarde le coucher de soleil autour de la maison qui encerclait toutes les fenêtres. Il y avait 4 fenêtres, il y en avait 2, une petite et une grande, juste à côté et juste en face. Juste à côté et juste à côté de l'autre côté de la peinture, il y avait une autre fenêtre. Juste à côté de l'autre côté de la peinture, il y avait une autre fenêtre, une petite carrée, et il y en avait une grande rectangulaire qui se fermait en guillotine. La grande rectangulaire se fermait en guillotine, et la petite s'ouvrait et se fermait, de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur et de l'extérieur, la petite carrée s'ouvrait à l'intérieur de la fenêtre. À l'intérieur de la fenêtre, elle s'ouvrait à l'intérieur de la chambre, la petite carrée, et la rectangulaire sur le côté se fermait en guillotine. J'entendais des craquements derrière la peinture, et la dame qui avait été peinte, la femme noire qui avait été peinte, avec ses grands colliers de perles blancs, me regardait comme elle me regardait dans la peinture. Mais je sentais que quand je regardais certaines couleurs du coucher de soleil, elle me regardait d'un air néfaste. Elle me regardait d'un air néfaste quand je regardais le jaune orangeâtre. Quand je regardais le brun foncé presque mauve, quand je regardais le marron foncé presque noir, elle me regardait comme si quelque chose allait se passer. Elle me regardait comme si quelque chose allait se passer, comme s'il y allait y avoir un présage. Elle me regardait aussi comme s'il y allait y avoir quelque chose quand je regardais clairement le soleil. Même si pour certaines personnes c'est impossible de ne regarder le soleil, mis à part peut-être pour un aveugle qui n'a déjà perdu plus que l'usage de la vue, même si peut-être un aveugle qui a perdu plus que l'usage de la vue pouvait peut-être regarder le soleil. Lui, il pourrait peut-être regarder le soleil, car il a perdu plus que l'usage de la vue. Alors moi je regardais le soleil, mais je le regardais sans trop regarder les rayons du soleil. Je ne voulais pas devenir aveugle. Alors quand je regardais les rayons de soleil, quand je regardais le soleil qui se levait, quand il avait l'air d'être juste au bord des arbres, quand il avait l'air d'être juste au bord des arbres et au bord de la ligne d'horizon, quand il avait l'air d'être posé juste sur le dessus des arbres, quand il avait l'air d'être posé juste sur le dessus des arbres, les arbres qui, avec toutes ces couleurs mélangées, étaient éclairés en noir et n'avaient plus la teinture. Toutes ces couleurs éclairaient les arbres et ils n'avaient plus la teinture verte et claire qu'ils avaient lorsque le soleil se levait. Lorsque le soleil se levait, ils avaient une teinture verte, parfois verte foncée. Et je regardais ces teintures vert foncé, verte kaki ou parfois verte très très noire et très foncée. Toutes ces teintures de vert différents, il ne les avait plus. Lorsque le soleil avait l'impression d'être posé sur la ligne d'horizon, ou alors peut-être sur le sommet des arbres. Lorsque le soleil était posé sur le sommet des arbres, je le regardais et la femme était juste debout derrière moi, avec un regard malveillant. Elle me regardait et penchait son regard très légèrement vers le soleil. Elle penchait très légèrement son regard vers le soleil. C'est là que le soleil s'est comme éteint d'un seul coup. D'un seul coup, comme si le soleil s'était éteint, elle a penché son regard vers le soleil et m'a regardé moi. Ensuite, je me suis tourné et c'était le matin. Il était 7 heures du matin. Il était 7 heures du matin. J'ai regardé à l'extérieur à 7h20 du matin. Il faisait clair. Il faisait clair à 7 heures du matin. J'ai regardé, il était 7h20. À 7h20, quand elle a regardé dehors, il faisait sombre. Comment cela était-il possible? Je ne savais pas. Elle est rentrée dans son tableau et m'a regardé d'un air néfaste. D'un air plus que néfaste, elle m'a regardé. Elle est rentrée dans son tableau et elle a enjambé le cadre du tableau. Elle est rentrée dans son tableau et m'a regardé d'un air néfaste. Là, derrière moi, à 7h21, il faisait sombre, alors que juste quand elle me regardait, il faisait clair. En manteau brun très foncé. Près de la fenêtre, près des rideaux blancs, il y avait ce vieil écrivain qui était en train de taper son livre à la machine à écrire. Ce vieil écrivain était en train de taper son livre à la machine à écrire. Il s'est retourné vers moi. Quand il s'est retourné vers moi, il m'a regardé. Il s'est aimablement retourné. Sans geste brusque, il m'a regardé. Il m'a tendu les mains, très légèrement. Je ne sais pas pourquoi il m'a tendu les mains, mais il m'a tendu les mains très légèrement. J'ai pris une de ses mains qu'il m'avait tendue. Il a passé sa main contre mon dos. Il l'a posée au bas de mon dos, en dessous de ma côte gauche. En dessous de ma côte gauche, il a posé sa main.
Il l'a passé derrière mon dos. J'ai pris ma main dans sa main, la main qu'il m'avait tendue. Aimablement, il m'a regardé avec un regard doux. Avec un regard doux, il m'a regardé. Moi, je l'ai regardé avec un regard normal. Il m'a dit aimablement et gentiment, « M'accordez-vous cette danse ?» Nous étions devant son bureau, et j'ai commencé à danser avec lui. De temps en temps, il me faisait tourner comme un gentleman, et je voyais une ombre qui me regardait. Il y avait les deux enfants assis sur deux chaises en bois. Les deux enfants étaient assis sur deux chaises en bois abîmées. Ils étaient là et me regardaient. Moi, je dansais avec le vieil écrivain. La machine à écrire derrière continuait à écrire toute seule. Les feuilles se remettaient à l'intérieur de la machine à écrire. Il tournait la manivelle sur le côté, et à chaque fois j'entendais la sonnette. J'entendais frapper comme si quelqu'un était encore en train d'écrire. Comme si quelqu'un était encore en train d'écrire, j'entendais frapper sur la machine à écrire. J'entendais quelqu'un qui écrivait les lettres. J'entendais quelqu'un arracher les feuilles, remettre la manivelle en route. Remettre la manivelle en route, arracher la feuille, la mettre sur le côté, en remettre une nouvelle. J'entendais la sonnerie lorsqu'on arrache une feuille ou qu'on a terminé un texte. L'écrivain m'a pris dans ses bras, de temps en temps me faisait tourner, et je voyais les enfants. Je n'entendais rien d'autre que les enfants, rire. J'entendais des rires d'enfants, j'entendais des rires de garçons, des rires de jeunes filles. Les parents étaient derrière et regardaient par la fenêtre. Moi, je dansais avec l'écrivain qui m'avait proposé cette danse. Il était terrifiant, mais c'était un gentleman. Il m'avait proposé cette danse. Alors là, quand j'ai vu par la fenêtre une femme qui me regardait. Peut-être qu'elle avait pressenti quelque chose. Je suis monté dans ma chambre et l'homme a commencé à me poursuivre dans la maison. L'homme a commencé à me poursuivre dans la maison et je suis monté dans ma chambre. J'ai regardé le tableau. Évidemment, j'en étais sûr, c'était elle. C'était elle, j'en étais sûr, évidemment, j'ai regardé le tableau. J'ai regardé les dorures du tableau. Les dorures abîmées du tableau, je les ai regardées attentivement. Puis j'ai regardé la peinture à l'intérieur. Il n'y avait plus que le fond noir, et il n'y avait plus que la grosse tache brune sur le côté. Il n'y avait plus que la grosse tache brune de peinture brune foncée. Cette peinture brune foncée, presque marron foncé et noire. Cette grande tache marron sur le côté. Il y avait le noir tout autour, mais le dessin de la femme, avec les épaules fines et la large corpulence. La large et haute corpulence, les épaules fines. Le dessin de cette femme, son regard pertinent qui me regardait. Son regard pertinent et son regard atrocement terrifiant. Sa corpulence déformée. Sa corpulence et sa silhouette déformée, son regard terrifiant. Pertinemment, elle me regardait encore, mais là j'ai vu qu'elle était dehors. C'était elle qui était dehors avec cette grande robe blanche, cette femme noire qui me regardait. Avec de grands bijoux blancs, elle me regardait. Elle avait 3 rangées de perles et 3 rangées de colliers blancs qui descendaient à son cou. 3 rangées de perles et 3 rangées de colliers blancs qui descendaient à son cou. Une grande robe noire, et elle se tenait droite, les épaules qui se touchaient presque. Les épaules et les omoplates qui s'étiraient vers l'arrière et qui se touchaient presque. Elle se tenait droite et regardait à la fenêtre. Elle était tout contre l'arbre. Elle était tout contre l'arbre, et le jeune enfant n'était pas là. Il était sûrement dans la forêt. Il était sûrement dans la forêt, le jeune enfant n'était pas là. Ces 2 omoplates qui se touchaient presque. Elle était tout contre un mur qu'il y avait dehors, un mur qui avait été détruit, qui était presque enraciné. L'arbre s'était attaché à ce mur. Il s'était enraciné aux débris qu'avait laissé le mur. Les débris qu'avait laissé le mur, les dégâts qu'il avait faits, et le reste de la ruine de ce mur qui avait été laissé là. Il s'était enraciné contre les briques, il s'était enraciné contre le mur. La femme était contre le mur et se tenait tout droite, ses omoplates touchaient peut-être déjà les briques. Ses omoplates touchaient déjà peut-être les briques, et moi je regardais attentivement avec peur et effroi. Avec peur et effroi, je regardais attentivement le tableau dans ma chambre. Il n'y avait plus que la tache brune. Il n'y avait plus que la tache brune et marron foncé, le noir tout autour, et cette grande aura noire qu'il y avait sur le tableau. Il y avait cette grande aura noire, et il y avait la grande tache brune marron foncé presque noire,
Mais le dessin de la jeune femme n'était plus là. Le dessin de la jeune femme n'était plus là. La jeune femme était à l'extérieur et elle m'observait par la fenêtre. L'écrivain s'est assis. Il m'a regardé et l'écrivain s'est assis sur la chaise. Il a tiré légèrement la chaise au point de ne même pas faire de bruit. Je me suis assis à côté de l'écrivain et il m'a regardé. Il m'a dit « Donnez-moi votre main ». L'écrivain m'a regardé avec son long manteau brun foncé presque noir. Avec son long manteau foncé marron et brun, il m'a regardé. Son long manteau m'a regardé, lui. Lui, en fin de compte, m'a pris la main et m'a mis la main sur la machine à écrire. Il a commencé à appuyer sur mes doigts là où je devais appuyer, et j'ai commencé à écrire le texte qu'il avait en tête. Plus je regardais ce qu'il écrivait, plus ça me terrifiait. Plus ça me terrifiait, plus j'avais peur de sa main, plus j'avais peur des approches qu'il me faisait. J'avais peur des approches qu'il me faisait, j'avais peur des mimiques qu'il avait avec sa main, j'avais peur des manières qu'il m'approchait. J'avais peur des manières qu'il avait, j'avais peur des mimiques et de ce qu'il avait. Il répétait tout le temps la même chose et tout le temps la même phrase. Il répétait tout le temps la même phrase et il faisait tout le temps la même chose. Il répétait tout le temps le même texte et il écrivait tout le temps la même chose sur sa machine à écrire. Je pouvais regarder n'importe quelle page, c'était tout le temps le même texte et tout le temps la même chose. Et il avait cette mimique avec sa main qu'il faisait tout le temps, ça m'effrayait car c'était assez proche de ses épaules. C'était assez proche de ses épaules cette mimique qu'il faisait, et je sentais sa main sur mon épaule. Quand j'ai senti qu'il avait sa main gauche sur mon épaule, je me suis alors demandé pourquoi a-t-il cette mimique à sa main gauche. Il commençait alors à légèrement passer ses doigts comme s'il les passait sur une machine à écrire, comme s'il les passait sur les boutons d'une machine à écrire, comme s'il les passait sur une touche ou sur les boutons d'une machine à écrire. Il passait ses mains sur mon épaule, comme s'il était en train d'écrire sur sa machine à écrire. C'était une mimique qu'il avait. C'était une mimique qu'il avait, c'était plutôt effrayant cette mimique qu'il avait de passer ses doigts comme s'il appuyait sur les boutons ou sur les touches d'une machine à écrire. Soudainement, il m'a pris brusquement par l'épaule droite. Il m'a pris brusquement par l'épaule droite, et là c'était comme s'il arrachait une feuille. Il m'a retourné, et il m'a demandé encore une fois « M'accordez-vous cette danse ?» Il s'est retourné, et là j'ai vu qu'il est de nouveau devenu aimable. Il est de nouveau devenu aimable, et j'ai vu son regard doux réapparaître. Ses yeux étaient noirs, et ses pupilles étaient dilatées. Ses yeux étaient noirs, ses pupilles étaient dilatées, son regard est devenu tout de suite plus doux. Il s'est mis en face de moi et s'est tourné. Il a mis la machine à écrire sur le côté, a pris le texte, a classé les feuilles et il les a mis en quart de pile sur les côtés. En quart de pile plié en deux, il y avait une pile sur le côté à côté de la machine à écrire, qu'il avait mis et qu'il avait classée. Les autres étaient pliés en quart sur le côté. Il m'a regardé et il s'est penché vers moi. Il a joint ses mains, il les a mis contre son ventre, et aimablement il m'a demandé « Voulez-vous une tasse de thé ?» Il est revenu avec une tasse de thé après m'avoir demandé en joignant les mains, aimablement après m'avoir regardé avec un regard doux. Il est revenu avec une tasse de thé qui avait brûlé. Pourtant, je n'avais pas mis de thé hier sur le feu. Je n'avais pas mis de thé hier ou de bouilloire sur le feu. Je n'avais pas laissé le feu allumé. Il est revenu avec un thé vraiment chaud, très très chaud. Il est revenu avec un thé vraiment chaud, il était très très chaud, je pouvais voir la fumée s'en émaner, alors que j'avais l'impression que je n'avais pas mis de bouilloire ou encore moins de thé hier sur le feu. Je l'ai vu s'approcher de moi, et il m'a dit « Mais enfin, buvez, madame !» J'ai bu, et le thé était brûlant, au point de me brûler les papilles et au point de me calciner le palais. Il s'est assis et m'a regardé. Il a croisé les jambes et a surélevé légèrement son manteau. J'ai vu que dans sa main, il avait un poignard. J'ai vu que dans sa main, il avait un poignard et une arme qui avait été soigneusement mis entre la ceinture de son pantalon et entre la ceinture qu'il avait à son pantalon et entre la ceinture qu'il avait sur lui. Il y avait un fusil qui avait été mis. Il avait un couteau dans la main, mais je me suis demandé si ce n'était pas un couteau pour ouvrir les enveloppes. Je me suis demandé, comme c'était un écrivain, je me suis demandé si le couteau qu'il avait en main n'était pas quelque chose pour ouvrir les enveloppes. Je l'ai regardé et je n'ai pas voulu l'interrompre ou lui demander. Je lui ai demandé et il l'a sorti, il l'a déposé sur la table. Il l'a dit effectivement, ce n'est pas un couteau, c'est pour ouvrir les enveloppes.
J'étais rassuré et j'ai commencé à boire mon thé. Il a disparu quand je me suis tourné vers... Il a disparu quand j'ai eu la tournure de me tourner vers sa machine à écrire. Quand la tournure a pris un différent plutôt désagréable, Quand la tournure de cette situation a pris un tournant plutôt désagréable, je me suis tourné vers la machine à écrire. Il a disparu, excepté son couteau pour ouvrir les enveloppes, et excepté la tasse de thé qu'il m'avait offerte. J'ai pris alors la tasse de thé qu'il m'avait offerte et le couteau pour l'enveloppe. Il y avait une enveloppe sur le côté qui avait été refermée avec de la cire. Je l'ai ouverte avec son couteau et j'ai regardé à l'intérieur, exactement le même texte qu'il m'avait fait taper. Exactement le même texte qu'il m'avait fait taper à la machine à écrire. J'ai donc jeté l'enveloppe et jeté le texte. J'ai gardé les textes qui avaient été classés et qui avaient été pliés en deux sur le côté à côté de la machine à écrire. J'ai regardé mon bureau, l'homme a ouvert la porte et il est parti. Il est parti et je le voyais marcher très lentement avec un air aimable dans le jardin. Il s'est tourné et m'a fait un signe de la main. J'ai fermé les rideaux et j'ai entendu crier quand j'ai fermé les rideaux et que je ne lui ai même pas dit au revoir. Peut-être était-ce un signe de vengeance et peut-être de rancœur ou de tristesse. Il devait être minuit. Pas une minute de plus, pas une minute de moins. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu ces deux jeunes sœurs, des jumelles. Quand j'ai mis ma main contre la fenêtre, j'ai ressenti quelque chose, comme si j'avais l'impression que la paume de ma main brûlait. J'avais l'impression que la paume de ma main brûlait quand j'ai mis ma paume contre la fenêtre. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu ces deux jeunes sœurs. Il y en avait une qui avait la tête penchée sur le côté. Elle tenait une lampe à gaz en train de brûler. L'autre avait une pelle en main. Elle était dans un trou qui était aussi profond que 3 mètres. Le trou devait être aussi profond que 3 ou 4 mètres. Elle était à l'intérieur et elle me regardait. Elle n'avait pas la tête penchée, mais elle me regardait. Elle avait la tête penchée vers l'arrière. Elle regardait la fenêtre où moi j'étais. Je me suis demandé alors pourquoi est-ce que j'avais mal à la paume de la main quand je la mettais contre la fenêtre. J'ai mis alors mon front contre la fenêtre. J'ai fermé les yeux et j'ai ressenti comme une brûlure au front. Ce n'était pas un mal de tête, c'était une brûlure. J'ai senti comme une brûlure au front. Quand j'ai retiré ma main, finalement, je me suis effondré par terre. J'ai rêvé d'une maison en flammes et de deux jeunes sœurs qui sortent de cette maison. La porte qui s'effondre vers l'intérieur. Les deux jeunes sœurs qui regardent la maison et les tourelles de la maison se détruire. La maison dans mon cauchemar ou dans mon rêve, appelons ça comme nous voulons. Dans mon rêve, la maison était une maison blanche, impeccable. Il y avait un rosier de rose, qui poussait sur les côtés. Il y avait ce grand rosier de rose qui poussait sur les côtés. Et sur les côtés, en même temps que ce rosier, il y avait une vigne au travers. Et je me souviens d'un détail précis. C'était un mur sur lequel il y avait une rose qui avait éclos et qui avait toutes ses pétales dehors. Elle avait toutes ses pétales dehors et c'est une rose qui avait éclos comme un œuf. En dessous, il y avait d'ailleurs un nid. Je me souviens de ce détail, c'est la seule chose que je me souviens. J'ai vu le nid avec des œufs, un œuf et des œufs à l'intérieur. Ils étaient tous vides, il n'y avait rien. Il y avait un œuf qui lui particulièrement était vide. Cet œuf lui particulièrement était vide et les œufs, les autres, n'étaient pas encore éclos, mais on voyait la silhouette des petits fœtus. On voyait la silhouette des petits fœtus d'oiseaux. C'était des petits corbeaux. C'était des petits corbeaux et j'ai regardé l'œuf sur les côtés, qui lui avait éclos mais il n'y avait rien à l'intérieur. J'ai regardé à l'intérieur et sur les autres œufs, je voyais qu'ils commençaient à devenir noirs. Le fœtus à l'intérieur commençait à se joncher de sang autour de lui. Les fœtus à l'intérieur commençaient à joncher de sang autour d'eux, et je voyais que la coquille de l'œuf était en train de devenir noire, presque brune, presque marron foncé. Marron foncé, un peu brune, je voyais que les œufs étaient en train de pourrir. À l'intérieur, le fœtus jonchait les parois de son propre corps. À l'intérieur, les fœtus jonchaient les parois de son propre corps.
et ils étaient en train de prendre feu. À l'intérieur, ils étaient en train de prendre feu. À l'extérieur de la maison, le feu grimpait sur la vigne, sur le tuteur en bois de la vigne qu'il y avait contre le mur. Sur le tuteur en bois de la vigne grimpait alors le feu. Il s'accrochait ensuite à la vigne sur les raisins. Sur chaque tige de raisin et sur chaque tige de feuilles de vigne s'accrochait le feu. Il commençait à brûler, et la maison avec. J'ai vu que les morceaux, les brindilles qui avaient été récupérés, l'herbe sèche et les brindilles qui avaient été récupérées pour faire le nid commençaient à brûler une à une. Une à une, elles commençaient à brûler, et ce qu'il y avait devant moi, les œufs qui étaient vides, et l'autre œuf, lui, qui avait éclos, et à l'intérieur duquel il n'y avait plus rien. Les jeunes petits poussins, ou encore même les jeunes corbeaux à l'intérieur, étaient en train de se joncher d'une paroi de sang tout autour d'eux. Ils saignaient, et à l'intérieur, je ne sais pas ce qu'il se passait, mais les petits nouveau-nés. Les petits nouveau-nés, les petits corbeaux et les petits oiseaux bruns commençaient à s'affoler. Ils s'affolaient, peut-être qu'ils sentaient la chaleur du feu, mais ils se jonchaient d'une paroi de sang tout autour. Tout autour, ils se jonchaient d'une paroi de sang, ils commençaient à s'affoler. Je voyais leurs ailes se déployer à l'intérieur des œufs. À l'intérieur de l'œuf, je voyais leurs ailes se déployer. À l'intérieur des œufs, je voyais des ailes se déployer. Je voyais que les petits corbeaux, les petits œufs étaient tous sur les côtés. Les petits œufs étaient tous sur les côtés et je voyais le nid prendre feu. Les œufs étaient tous sur les côtés et les ailes commençaient à se déployer à l'intérieur des œufs. Il y avait l'œuf sur le côté qui, lui, était en train d'éclore. Il n'y avait toujours rien à l'intérieur. C'était le troisième œuf qui était en train d'éclore auquel il n'y avait rien à l'intérieur. Les trois autres œufs de l'autre côté. Les trois autres œufs de l'autre côté étaient en train de se joncher d'une paroi de sang. Ils brûlaient et ils brûlaient de fatigue. Ils brûlaient de fatigue, ils avaient froid, ils avaient chaud. Autour d'eux, ils avaient froid, ils avaient chaud, et je voyais leurs ailes se déployer, les petits corbeaux et les petits oiseaux bruns, marron foncé, à l'intérieur déployaient leurs ailes. Ils s'affolaient et ils avaient peur. J'entendais même, alors qu'ils n'étaient pas sortis de leurs œufs, j'entendais leur bruit, j'entendais leurs cris. J'entendais les piaillements des oiseaux alors qu'ils n'étaient pas encore sortis de leurs œufs. Je voyais que le nid prenait feu, et je voyais que les flammes se rapprochaient en jonchant les parois des feuilles de vigne. En jonchant les parois des feuilles de vigne, en jonchant les feuilles de la vigne, je vois que le feu est en train de se rapprocher du nid. Le nid prend feu et devient de plus en plus chaud. Les parois des coquilles d'œufs sont en train de s'éclore. À l'intérieur, il n'y a rien. Les parois des coquilles d'œufs sont en train de s'éclore. À l'intérieur, il n'y a rien. Les yeux des petits enfants du grand corbeau. Les yeux des petits enfants du grand corbeau sont noirs. Ils regardent attentivement le feu, et le feu se reflète tout aussi bien dans leurs œufs que dans leurs yeux. Dans leurs œufs se reflète le feu et la panique. Dans leurs œufs se reflète le feu et la panique. Dans les yeux des corbeaux se reflète la panique et l'espoir peut-être de pouvoir vivre ou mourir. L'espoir peut-être de pouvoir survivre ou de pouvoir peut-être mourir se reflétait alors tout ça dans les yeux du corbeau. Les yeux du corbeau étaient en train de protéger avec ses ailes étendues. Avec ses ailes étendues et déployées, il protégeait ses petits. Les œufs éclos à l'intérieur desquels il n'y avait rien. Il les regardait mettant son bec à l'intérieur des œufs, à l'intérieur desquels il n'y avait rien. Ils avaient tous éclos, tous les trois. L'œuf sur lequel qui avait éclos en premier. L'œuf sur lequel qui avait éclos en premier, il y avait un petit symbole blanc. Il y avait un petit symbole blanc, un petit symbole qui devait sûrement être un avertissement. L'œuf qui avait éclos en premier, il n'y avait rien à l'intérieur. Et pourtant, les trois autres œufs qui avaient éclos auxquels il n'y avait rien à l'intérieur. Les trois autres œufs qui avaient éclos, les petits corbeaux encore bruns de leurs plumes, marron très foncé, presque noir, regardaient dans le vide et regardaient le feu se rapprocher en atteignant les feuilles de vigne. En atteignant les feuilles de vigne, ils regardaient le feu se rapprocher. La vigne était déjà en train de brûler, les raisins, les fleurs, et aussi les roses. Les roses étaient en train de brûler, mais le petit avertissement qui avait été mis sur la coque vide et éclos de l'œuf sur le côté, dans lequel
Le corbeau, déployant ses ailes, protégeant ses petits, y avait mis son bec. Je ne savais pas encore ce que c'était. Je ne savais même pas qui l'avait dessiné. Et quand je suis sorti et que j'ai vu ses yeux, il y avait une petite fille aux yeux noirs dehors qui se tenait juste devant la maison, devant la même façade que j'ai vue dans mon cauchemar en train de brûler. Il y avait cette petite fille avec des yeux noirs qui se tenait droit devant moi. Les épaules presque tendues, elle se tenait droit devant moi. Les épaules et les omoplates qui se touchaient presque, elle était tendue, droit devant moi, elle se tenait. Elle avait un crayon à la main, un crayon à papier à la main. Elle avait des yeux noirs et ce crayon à papier à la main, un crayon rouge, comme le symbole avait été dessiné sur les œufs. Comme le symbole avait été dessiné sur les œufs et sur l'œuf qui avait éclos à l'intérieur duquel il n'y avait rien. Le symbole avait été dessiné en rouge, seulement je ne savais pas que c'était du crayon. Elle avait ce crayon en main, ce crayon rouge, elle avait des yeux noirs, et étirée vers l'arrière, ses omoplates se touchaient presque. Elle était tendue et me regardait. Elle avait le dos droit. Je ne savais pas qui était cette fille, mais elle me regardait, le dos tendu. Le dos tendu, les omoplates tendues. J'avais l'impression de la voir comme si je la connaissais. Comme si c'était ma fille. Elle avait le dos et les omoplates aussi tendus qui se touchaient presque, que la peau de son dos devait être étirée peut-être aussi fort qu'elle l'était sur la paume de ses mains. Aussi fort que la paume de ses mains. La peau de son dos devait être étirée La paume de ses mains devait être étirée aussi fort que la peau de son dos. Je l'ai regardée et j'ai fermé les yeux. Cette fille est apparue dans la chambre derrière moi. De dos, elle est apparue dans la chambre derrière moi, je me suis retourné et j'ai vu son dos. Effectivement, la peau de son dos était aussi étirée que la peau de ses mains, sur la paume de ses mains, aussi étirée que dans son dos. J'ai regardé son crayon, elle l'a lâché devant moi, et le symbole est apparu par terre partout sur le plancher. Par terre partout sur le plancher est apparu alors le symbole. Je voyais qu'il se dessinait en se rapprochant de moi. Il se dessinait en se rapprochant de moi, ce symbole. J'ai décidé alors de me mettre debout sur la fenêtre. et le symbole se rapprochait de moi en se dessinant tout seul sur le parquet et sur les planches. Sur le plancher, sur le parquet et sur le bois, le symbole se dessinait tout seul et se rapprochait de moi. La jeune fille restait tendue, les épaules tendues vers l'arrière, la peau de son dos tendue à tel point qu'elle l'était aussi sur la paume de ses mains. Elle me regardait et avec ses mains, elle reprit son crayon et commençait à dessiner les symboles exactement là où ils étaient apparus. Un homme, vieux. Il s'est approché de ma maison et m'a regardé. Il avait un chapeau noir et un grand manteau brun. Il me regardait par la fenêtre. Je l'ai vu retirer son chapeau. Il l'a gardé entre ses mains, contre lui, comme un signe de condoléance. Je suis descendu. L'homme m'a regardé. Il m'a dit un seul mot, toutes mes condoléances. Je lui ai demandé pourquoi. Il s'est rapproché. Il m'a regardé un instant, laissant un court silence. Il m'a regardé un instant. Il a mis sa main sur mon buste et m'a écarté du chemin. J'ai vu arriver de la forêt 4 hommes habillés en noir. Arriver de la forêt. Il y en avait 4. 4 derrière, qui tenaient une couronne de deuil. Il y avait 4 hommes qui tenaient une couronne de deuil derrière. Les 8 premiers tenaient un cercueil. Noir. J'ai vu ce cercueil noir que les 8 premiers tenaient. Rentrant dans ma maison, ils l'ont déposé au milieu. Les 8 hommes, des personnes que je ne connaissais pas. Les 8 hommes qui portaient le cercueil, qui l'ont déposé à l'intérieur de chez moi, sont repartis sans dire un mot dans la forêt, prenant tous le même chemin par les bords de la maison. Ils sont repartis dans la forêt. Les 4 hommes qui avaient attendu que le cercueil rentre dans la maison avaient attendu en dessous de l'arbre. Ils sont rentrés
et derrière la couronne de deuil que tenaient les 4 hommes, j'ai vu la femme au visage maléfique. J'ai vu la femme au visage maléfique et à la robe noire, aux 3 rangées de perles blanches et aux 3 colliers de perles blancs. Je l'ai vue, elle est rentrée, laissant sa main traîner sur les bords du mur, laissant ses 3 doigts, ses 3 premiers doigts, traîner très légèrement, effleurer les bords des murs. Elle est rentrée à l'intérieur et ses 3 doigts effleuraient les bords des murs. Elle m'a regardé, a tourné la tête, encore une fois c'était un regard malveillant et maléfique. Cette femme est rentrée et elle s'est posée juste en face du cercueil. Elle n'a pas bougé et elle s'est posée en face du cercueil. Elle attendait peut-être quelque chose, je ne sais pas ce qu'elle attendait. Je me suis rendu compte alors qu'il manquait quelque chose pour que ce soit une vraie noce funèbre. Pour que ce soit une vraie noce funèbre, ou alors pour que ce soit vraiment quelque chose de funéraire, il manquait quelque chose. J'ai regardé autour de moi, rien n'avait l'air d'être funéraire. J'ai tourné la tête à gauche, j'ai tourné la tête à droite. Il n'y avait pas un seul endroit dans cette maison qui avait l'air d'être quelque chose de funéraire. J'ai tourné la tête vers les roses rouges et je les ai pris. Je les ai pris une à une, les roses rouges, et je les ai posées dans un vase. Le vase était rempli d'eau, de l'eau pâle et translucide. L'eau était pâle et translucide. Elle était claire. L'eau était claire, pâle et translucide. J'ai regardé l'eau, et j'ai regardé le vase, l'eau qu'il y avait à l'intérieur. J'ai pris toutes les roses rouges qu'il y avait dans le vase avant, et je les ai mis dans ce vase-ci, que j'ai mis en face. La jeune femme me regardait faire. La femme, avec son regard maléfique, restait en face. La jeune femme à côté me regardait faire. Les deux jumelles nues me regardaient faire. Elles avaient le corps couvert de terre. Couvert d'eau, couvert de terre noire, je vois qu'elles venaient de creuser un trou dehors. Je vois bien qu'elles venaient de creuser un trou dehors, ça se voyait. Elles avaient les mains couvertes de terre et en dessous de leurs ongles, il y avait de la terre. Il y avait de la terre noire et de la terre un peu plus légère et un peu plus dense. Il y avait de la terre un peu plus dense et un peu plus légère sous leurs ongles. Sur la paume de leurs mains, il y avait de la terre un peu plus dense qui s'accrochait en faisant des petits morceaux. En faisant des petits morceaux de terre, s'accrochait alors la terre qui était un peu plus dense sur la paume et sur leurs bras, sur leur corps, sur leurs épaules, sur leurs bras, sur leurs avant-bras, sur leurs doigts et entre leurs jambes, sur leurs jambes, dans leur dos, sur leurs jambes, sur tout leur corps, il y avait partout de la terre un peu plus dense, un peu plus noire. En dessous de leurs ongles, il y avait de la terre un peu plus noire, mais un peu plus fine, un peu plus légère, un peu moins lourde à porter. Les deux jeunes filles sont parties et ont finalement passé la porte à l'arrière. Elles ont finalement passé la porte à l'arrière et m'ont regardé une dernière fois. À l'extérieur, elles ont lancé un regard. À l'extérieur, elles ont lancé un regard à l'intérieur de la maison. J'ai fermé les rideaux blancs, mais je voyais toujours qu'elles étaient juste devant, elles me regardaient. Elles regardaient ce que je faisais. Elles étaient toujours sur le côté, regardant au travers des rideaux blancs. La femme noire, avec la grande robe noire, les 3 rangées de perles et les 3 colliers de perles blancs, me regardait. Cette femme, avec le regard noir, avec les 3 rangées de perles blanches, avec la robe noire et son regard maléfique, me regardait. Elle était debout, je ne sais pas ce qu'elle attendait. Elle a levé les yeux au ciel, exactement là où se trouvait la chambre, là où il y avait le tableau. Levant les yeux au ciel, exactement là où il y avait le tableau, exactement là où il y avait la chambre, exactement l'endroit même où il y avait ma chambre à moi. Je suis monté, j'ai pris les escaliers et j'ai passé la paume de ma main contre la rampe des escaliers. J'ai pris les escaliers, passant ma main contre la rampe des escaliers. Une fois arrivé en haut, j'ai ouvert la porte. Le tableau était par terre, je l'ai pris. Je ne sais pas ce qu'elle attendait de moi, mais j'ai pris le tableau qui était par terre, le déposant ainsi sur un chevalet sur lequel je pouvais faire des peintures. Elle a tourné le regard vers la fenêtre, les deux jeunes filles n'étaient plus là.
J'ai tourné mon regard exactement là où elle regardait. Les deux jeunes filles n'étaient plus là. Les rideaux étaient ouverts, et j'ai donc fermé les rideaux et j'ai fermé la porte en guillotine. J'ai fermé la porte et la fenêtre en guillotine, j'ai fermé la fenêtre et la porte. Je me suis retrouvé enfermé dans ma maison. Les fenêtres en guillotine étaient toutes fermées les unes après les autres, parce que je venais de les fermer. Les verrous avaient été mis, je venais de mettre les verrous et de fermer les portes et les fenêtres en guillotine. Je venais de fermer la porte et de mettre le verrou, de mettre la clé et la clé sous le paillasson. J'avais mis la clé sous le tapis, la clé sous le paillasson, et j'avais fermé la porte. J'avais mis le verrou, les portes étaient fermées. Elle m'a regardé, m'a fait un geste de la tête, assez simple et assez noble. Un geste de la tête assez simple et assez noble. Elle a relevé très légèrement son regard vers le haut. Moi je l'ai regardé, j'ai regardé sa silhouette et sa corpulence, qui commençaient très légèrement à disparaître avec l'obscurité de la maison. Sa corpulence, sa silhouette commençait très légèrement à disparaître avec l'obscurité de la maison et avec les ténèbres qui commençaient à s'installer. Les ténèbres qui commençaient à s'installer commençaient peu à peu à me faire peur. Ça commençait peu à peu à me faire peur, et son regard qui commençait à tourner vers la droite, moi mon regard qui tournait vers la gauche, je l'ai suivi et j'ai vu qu'elle regardait le chevalet. Elle a donc regardé une nouvelle fois le cercueil, et en face la fenêtre, juste à côté de la porte. La fenêtre juste à côté de la porte, elle l'a regardée. Et j'ai été fermer cette fenêtre, qui était une petite fenêtre carrée, qui se fermait en guillotine. Je l'ai fermée et j'ai mis le verrou. Elle a regardé une nouvelle fois le cercueil, elle l'a ouvert, et il y avait une personne à l'intérieur qui me ressemblait très portrait. Elle a ouvert le cercueil. Elle me l'a montré, je me suis approché. J'ai demandé « Comment t'appelles-tu » Il y avait une lettre dans sa bouche qui avait été pliée en 6. Cette lettre dans sa bouche qui avait été pliée en 6, puis quand je l'ai dépliée, j'ai regardé, elle avait finalement été pliée en 9. Cette lettre dans sa bouche disait « Cher Lel, je me trouve actuellement dans une maison dont je ne peux sortir. Je suis désolé de ne pas pouvoir te venir en aide, mais merci d'approcher la maison de très près si tu pourras un jour venir me voir. Je ne vais peut-être pas t'ouvrir la porte, encore moins te dire bonjour, mais je sais que Lel, tu es à l'intérieur. Cher Lel, rentre et viens me rendre visite. Je ne t'ouvrirai peut-être pas la porte après tout ce que j'ai vécu, mais viens au moins me dire bonjour par la fenêtre. La porte est fermée, la maison n'est pas loin. Approche-toi et demande à ouvrir. » Lorsque j'ai lu cette lettre, approche-toi et demande à ouvrir, viens me rendre visite. Je me suis demandé de qui elle pouvait parler parce que Lel, c'est moi. Lel, c'est moi. Alors de qui pouvait-elle parler dans sa lettre quand elle disait « Viens me rendre visite, je ne t'ouvrirai peut-être pas la porte, mais la maison est en pleine forêt. Rends-toi compte que je suis quelqu'un de malade et que je ne peux peut-être pas t'ouvrir. » J'ai lu cette lettre attentivement. Et juste devant moi, à la porte-fenêtre, c'était une porte juste en face de moi. Cette porte en bois abîmé juste en face de moi. La fenêtre à côté en guillotine s'est ouverte. J'ai ouvert à côté la petite fenêtre carrée en guillotine. J'ai ouvert l'autre grande fenêtre rectangulaire en guillotine. Je les ai toutes les deux ouvertes, la porte au milieu en bois usé. Je l'ai regardée et une mouche s'est posée sur le côté. Il y a une mouche qui s'est posée sur le côté. Et de l'autre côté, à la petite fenêtre en guillotine, la petite fenêtre carrée. Elle s'est refermée et j'ai mis le verrou. Il y a une petite libellule noire qui est venue se poser juste devant moi. La mouche et la petite libellule noire sont venus tous les deux se poser juste devant moi. À la table, il y avait cette lettre qui était posée sur une chaise qui avait été retirée. La chaise qui avait été retirée était près du cercueil ouvert. La chaise qui avait été retirée était près du cercueil ouvert. À l'intérieur, le cercueil était vide. Où était la femme qu'il y avait à l'intérieur? Est-ce que cette femme était autre part? Est-ce que cette femme avait disparu? J'ai soudainement entendu un bruit qui venait de en dessous de ma maison. Quand j'ai soudainement entendu une deuxième fois ce bruit qui était très soudain. Ce bruit très soudain que j'ai entendu une deuxième fois qui venait de sous la maison. J'ai pris les escaliers, j'ai ouvert la porte et j'ai marché. J'ai marché dans les escaliers
jusqu'à la cave et j'ai entendu une troisième fois ce bruit très soudain. Soudainement, je me suis rendu compte que la fenêtre n'était pas ouverte pour rien. Je me suis rendu compte que cette maison n'avait pas des fenêtres en guillotine pour rien. Je n'ai pas trouvé de raison valable, mais j'ai pris cette lettre que je tenais fermement en main. J'ai descendu les escaliers, et la libellule et la mouche étaient tous les deux sur une partie du cercueil qui avait été ouvert. Le cercueil qui avait été ouvert, la femme qui avait disparu, la mouche et la libellule noire, qui toutes les deux étaient noires. La mouche noire et la libellule noire, qui toutes les deux étaient installées sur une partie du cercueil ouvert. La troisième partie du cercueil fermé cachait la tête de la personne à l'intérieur. La jeune femme avait disparu, et la jeune femme en robe noire, la jeune femme à la peau noire, et aux 3 rangées de perles se tenait exactement devant le cercueil. Elle se tenait exactement devant le cercueil, mon chevalet avec sa peinture qui avait été entourée d'un cadre de dorure. Un cadre de dorure ancienne, le cadre avait été entouré, la peinture était à l'intérieur, entourée par le cadre de dorure ancienne. La peinture noire avec la tache marron foncé. La peinture noire avec la tache marron foncé avait été mise contre le chevalet. J'avais détruit les contours qui étaient en train d'encercler la peinture. La peinture elle-même, je l'avais posée comme ça, sur le chevalet. Sur le chevalet, comme ça, j'avais posé la peinture. Et comme ça, elle était posée. Je l'ai regardée. La jeune femme avec le regard maléfique m'a regardé. La peinture que j'avais posée, j'avais détruit le cadre en dorure ancienne qui l'encerclait. Et ce cadre en dorure ancienne qui l'encerclait, je l'avais détruit. Je l'avais mis au feu, je l'avais brûlé. Mais je remarquai que le cadre en dorure ancienne que j'avais détruit, qui encerclait la peinture, ne brûlait pas. Je les ai repris et j'ai refait le cadre avec un marteau et certains petits. J'ai refait le cadre avec un marteau, un tournevis et des clous que j'avais trouvés. J'ai remis la peinture à sa place après avoir détruit le cadre et avoir refait le cadre. Le cadre en ancienne dorure, je l'ai détruit, je l'ai refait avec un marteau, avec des clous, et là j'ai posé la peinture. Là j'ai posé la peinture avec le cadre qui avait été refait en ancienne dorure. J'avais pratiqué le fait de faire un cadre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un cadre. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un cadre. Ça faisait longtemps que je me posais des questions. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fabriqué un cadre. J'avais pratiqué le fait de faire un cadre. Je n'avais plus toute ma motricité. Je voyais que ma motricité et mes mains commençaient à se détériorer avec le temps. Avec le temps, je voyais que mes mains, je voyais que mes réflexes manuels commençaient à se dissoudre. Je voyais que ce que j'imaginais, ce que je pensais, ce que j'entendais, ce que je voyais, ce que je pensais, ou alors mes réflexes manuels, mes réflexes tout simplement, ou alors peut-être ma motricité par rapport à mes mains commençait à disparaître. Je n'avais plus les réflexes de motricité que j'avais avant. Je n'avais plus les réflexes de motricité que j'avais avant. Je n'avais plus les réflexes manuels que j'avais avant. J'avais l'impression que mes phalanges, les réflexes que j'avais dans les doigts, commençaient à disparaître avec le temps, et qu'ils commençaient à partir et à s'effilocher telle une corde ancienne. Telle une corde ancienne, j'avais l'impression que mes mains commençaient à trembler de plus en plus. Elles commençaient à se faire vieilles. J'avais l'impression que mes mains commençaient à se faire vieilles et qu'elles tremblaient de plus en plus. Mes réflexes disparaissaient, ma vue devenait floue, mon ouïe commençait à disparaître. Bref, tout commençait à disparaître. Mon ouïe commençait à disparaître, ma vue commençait à disparaître. Mes mains commençaient à trembler et commençaient à se faire vieilles. Je me posais par terre et j'avais beau mettre une main sur l'autre, que je tremblais toujours. J'ai refait le cadre avec beaucoup de succès. Avec beaucoup de succès et beaucoup de chance, j'ai su refaire le cadre. J'ai donc posé la toile et la peinture noire. La peinture noire et marron très foncé, je l'ai posée, avec beaucoup de chance et avec beaucoup de succès.
j'ai su refaire le cadre en dorure ancienne. Elle a marché sur le cercueil, un pied devant l'autre, les plantes des pieds contre le cercueil, les talons et le talon d'Achille contre le cercueil, la plante des pieds sur le cercueil fermé. La petite libellule est partie et la mouche est partie. La libellule noire et la mouche noire sont parties toutes les deux par la fenêtre ouverte. Elle a marché avec la plante des pieds écrasée contre le cercueil. Le cercueil s'est refermé. Elle l'a refermé avant de marcher dessus. Avec la plante des pieds écrasée dessus, la mouche et la libellule sont parties par la fenêtre en guillotine, celle qu'il y avait juste à côté de la porte. La petite fenêtre en guillotine carrée était fermée. Elles sont parties par la fenêtre en guillotine rectangulaire, à côté, proche du salon. Le salon, lui, était remis comme avant, et le feu était éteint. Ça sentait le bois, ça sentait l'odeur d'un incendie. Ça sentait l'odeur et le bois d'un incendie. Ça sentait le bois cramé dans toute la maison. Ça sentait le bois brûlé, le bois cramé, l'odeur d'un incendie dans toute la maison. Les mouches sont parties par la fenêtre, et la libellule aussi. Elle avait écrasé ses pieds, et la plante de ses pieds, son talon d'Achille contre le cercueil. Elle marchait sur le cercueil, et elle est rentrée dans sa peinture. Son regard me fixait une nouvelle fois. Je suis descendu à la cave, et j'ai aperçu qu'il y avait quelque chose qui me paraissait familier. Elle a toujours vécu seule. Mais ce qu'elle n'a jamais fait, c'est ouvrir le coffre de son salon. Dans son salon, proche de son bureau. Proche de son bureau, elle avait une pile de livres. Cette pile de livres, c'était une pile qu'elle avait écrite. Elle avait écrit des livres. Et tous les soirs, cette pile de livres était posée au même endroit, sur le bord droit de son bureau. Au même endroit, sur le bord droit de son bureau, était posée cette pile de livres. Il devait y en avoir 8, 9, peut-être 7 ou 8. Et tous ces livres étaient posés au même endroit. Ils étaient posés au même endroit, en attendant que tous les soirs le même homme revienne. L'homme avec le chapeau. Le vieil homme revenait chaque nuit, et l'aile attendait dans son salon chaque nuit qu'il revienne. Elle attendait chaque nuit dans son salon qu'il revienne, et l'homme se plaçait juste en face de la machine à écrire. Une feuille blanche avait été soigneusement préparée par l'aile. Elle attendait ensuite que l'homme se prépare et qu'il commence à écrire. Ensuite, l'homme commençait à écrire. Après une petite heure, l'aile revenait. L'homme avait arrêté d'écrire et avait pris son récit qu'il avait écrit. Il avait pris son récit qu'il avait écrit. Il l'avait classé et posé sur le côté. Après l'avoir classé et l'avoir posé sur le côté, son récit avait été écrit. Il y avait toujours une page sur laquelle il était écrit « Fini ». Cette page sur laquelle il était écrit « Fini » était toujours la page qui était au-dessus. Un jour, l'homme se retourna. Il avait toujours l'air aimable. Il avait toujours l'air aimable. L'homme s'était retourné vers l'aile. L'aile regardait l'homme, et l'homme s'est avancé vers l'aile. Il a posé sa main sur son buste, et l'aile a reculé sa main. Violemment, elle a reculé sa main. L'homme a repris sa main, et son regard a changé. Ce n'était plus un regard aimable. Ce n'était plus un regard aimable, son regard a changé. Soudainement, l'aile a commencé à sentir des grattements. Elle a senti un grattement dans le cou. Dans le cou, elle a senti un grattement, puis dans la nuque, puis sur les épaules. Ses épaules qui n'étaient pas très larges. Sur ses épaules qui n'étaient pas très larges, elle a senti un grattement. Puis tout autour, derrière son dos, sur ses omoplates. Finalement, derrière son dos, sur ses omoplates. Finalement, c'est arrivé derrière son dos totalement. Sur la peau de son dos, elle a fini par sentir une brûlure, comme si elle avait été en contact avec du terreau ou avec du métal. Comme si elle avait été en contact avec du terreau ou du métal, elle commençait à sentir une brûlure sur ses omoplates, sur ses clavicules, ainsi que son cou et sa nuque. Partout, elle se grattait. Et l'homme commençait à sourire, un sourire menaçant. L'homme commençait à sourire, un sourire menaçant.
Il regardait l'aile qui était en train de se gratter. À la fenêtre, elle se tournait pour pouvoir se voir dans le reflet. Car le soir offre un reflet à la vitre. Le soir offre un reflet à la vitre car on n'y voit rien dehors. On n'y voit rien dehors, alors le soir offre un reflet à la vitre. L'aile s'est mise en face de la vitre et a regardé. Elle n'y voyait rien non plus, elle n'arrivait pas à voir son dos. Mais cependant, ça lui grattait, ça lui faisait mal, atrocement mal. De temps en temps, elle se grattait et elle en avait même l'impression que parfois, quand elle se grattait, elle retirerait sa main avec du sang au bout des doigts. Elle avait même l'impression que de temps en temps, elle retirerait sa main avec du sang au bout des doigts. L'homme était en train de sourire, et peut-être écrivait-il ce qu'il se passait, ce que j'étais en train de vivre. Peut-être écrivait-il ce que j'avais. Je l'ai regardé, je ne connaissais pas son nom. Je l'ai regardé et comme je ne connaissais pas son nom, je me suis approché de lui. J'ai essayé de faire semblant, de faire en sorte que j'admirais ce qu'il écrivait. Et je me suis approché de lui et j'ai fait semblant de prendre une feuille pour pouvoir lire. Je me suis assis par terre pour me protéger. Pour me protéger, je me suis assis par terre à l'opposé de là où il était assis. À l'opposé de là où il était assis, je me suis assis par terre, mais j'ai soudainement eu l'impression que les murs n'étaient pas comme les murs d'une maison. Les murs n'étaient pas comme les murs d'une maison, ce n'étaient pas des murs de briques. Je me suis retourné et j'ai vu deux jambes assez blanches, assez pâles. C'étaient deux jambes assez blanches, assez pâles. Je me suis retourné, c'étaient les jambes des jumelles qu'il y avait dehors. La jumelle qui se tenait droite avec une lampe à gaz et une petite flamme au milieu, qui avait la tête penchée, et la jumelle avec une pelle qui était juste dehors et qui avait la tête relevée, la tête penchée vers l'arrière et qui regardait par la fenêtre. Ce soir-là, je suis sorti et j'ai été exactement à l'endroit où elle levait la tête. Je m'étais vu la main placée contre la vitre et la paume contre la vitre. Je m'étais vu la paume contre la vitre avec un regard craintif, peut-être apeuré, avec de l'effroi dans le dos. Je voyais que derrière moi, pourtant, la lumière était allumée. Ce soir-là, je m'en souviens, c'était il n'y a que 3 jours. C'était il n'y a que 3 jours, je me souviens que la lumière était allumée. Derrière moi, je voyais ce soir-là, quand j'étais à la place de la jumelle, qui, elle, levait sa tête, penchée vers l'arrière, elle regardait mon front, mon visage, et elle regardait mon nez, les traits de mon visage, et surtout, plus qu'autre chose, elle regardait derrière moi dans la chambre, et elle regardait la fenêtre. Ce soir-là, je me souviens que toutes les lumières étaient allumées, impossible qu'il y ait de l'ombre quelque part. Ce soir-là, je me souviens que tout était allumé. Impossible qu'il y ait de l'ombre nulle part, même pas derrière moi. Je suis sorti et je me suis mis à sa place. Ce que je voyais, c'était une femme dans l'ombre avec la paume appuyée contre la glace. Je ne voyais que ça, une femme dans l'ombre, dans sa chambre, appuyée contre la glace, contre le miroir, ou alors contre la vitre de sa chambre. Je ne voyais que ça, une femme avec une longue chevelure noire, appuyée contre la vitre de sa chambre, avec la paume contre la vitre de sa chambre. Appuyée contre cette vitre, il y avait la glace d'un miroir derrière. Il y avait la glace d'un miroir derrière, brisée, avec à la surface du miroir, il y avait du sang dessus. Pourtant la femme n'avait pas l'air blessée, mais à la surface du miroir, la glace était brisée et il y avait du sang qui coulait dessus. J'ai fermé les yeux et un instant, au même endroit que cette jumelle, que cette fille gémélique à l'autre. Au même endroit que cette fille qui était gémélique à l'autre, toutes les deux avec la peau blanche et pâle, elles se sont regardées et m'ont regardé moi. Penchant la tête vers le bas, elles m'ont regardé moi. L'homme était en train d'écrire et moi je me grattais jusqu'au sang. J'avais du sang qui était légèrement en dessous de mes ongles. En dessous de mes ongles, j'avais du sang et j'avais des morceaux de peau. J'avais des morceaux de peau en dessous de mon ongle, j'avais des morceaux de sang, j'avais du sang qui coulait le long de mes ongles et le long du bout de mes doigts. Mes phalanges et le dos de ma main étaient recouverts de sang. Je regardais ensuite le miroir, et ce n'était pas du miroir que provenait le sang qui coulait le long de la surface de la glace brisée. Ce n'était pas du miroir que provenait le sang qui coulait le long de la glace brisée, mais c'était de l'intérieur du miroir. Derrière le miroir, il y avait une surface de sang. Elle avait été brisée, donc de l'impact sortait beaucoup de sang. Sortait en masse du sang de l'impact. Il y avait du sang qui sortait en masse de l'impact du miroir brisé. Le miroir brisé était sur le côté près du bureau. Le miroir brisé était sur le côté près du bureau, et sur le côté près du bureau, il y avait la pile de livres que j'avais laissée pour pouvoir attendre que l'homme revienne. L'aile regardait par la fenêtre, et quand l'aile a regardé par la fenêtre, il y avait le vieil homme qui regardait. Il y avait le vieil homme qui regardait quand l'aile a regardé par la fenêtre.
Et quand elle a regardé par la fenêtre, cet homme est rentré dans la maison. Elle a eu peur, elle est descendue. Quand elle est descendue, elle a descendu les escaliers, mais elle entendait quelqu'un la suivre dans les escaliers en descendant. Elle est arrivée en bas et s'est retrouvée face au vieil homme. Elle lui a montré et dévoilé son visage. Quand elle lui a montré et dévoilé son visage, les ombres sont apparues derrière elle. L'aile s'est retournée. À ce moment-là, quand l'aile s'est retournée, les ombres ont montré leur visage. Leur visage n'était pas plus dessiné que les traits du sien. Leur visage à eux n'était pas plus dessiné que les traits de son visage à elle. Il y a des marques noires qui ont commencé à apparaître sur les paumes de ses mains et sur le dos de ses mains, sur les phalanges de ses mains. Il y a des petites traces noires et marron foncé, brunes foncées qui sont apparues sur ses mains, comme si elles commençaient à pourrir de l'intérieur. Comme si elles commençaient à pourrir de l'intérieur, il y avait des petites traces noires, des petites traces marron foncé, des petites traces marron clair et peut-être marron très très foncé, très noir. Très noir, presque noir, marron et brun foncé. Il y avait toutes ces traces qui apparaissaient sur le dos de sa main, et sur la paume de sa main apparaissaient des traces sèches, comme de l'eczéma apparaissait sur ses mains, sur le dos de sa main et sur le bord de ses doigts. Entre ses doigts, entre ses phalanges, sur ses doigts, sur le dos de sa main et sur la paume de sa main, apparaissaient des croûtes et des eczémas, recouverts d'une petite trace noire et d'une petite trace brune et marron foncé. Une petite trace brune, marron foncé, presque entièrement brune. Marron clair, de la couleur de la terre dehors. De la couleur de la terre dehors apparaissait cette couleur marron foncé, marron clair, marron presque très très sombre, marron presque noir. Elle regardait alors ses mains et elle les soulevait devant elle, le dos de ses mains face à ses yeux. Le dos de ses mains face à ses yeux, elle soulevait ses mains. Et une fois face à ses yeux, le dos de ses mains, elle les tourna vers l'intérieur. Elle tourna ses mains vers l'intérieur et l'intérieur de la paume de ses mains vers elle, vers ses yeux. Elle regardait et elle commençait à gratter. Elle commençait à gratter très fort et énergiquement. Énergiquement, elle commençait à frapper l'intérieur de ses mains. Elle commençait à frapper énergiquement l'intérieur de ses mains, à se gratter avec sa main qui était recroquevillée, ses ongles contre la paume de sa main. Elle commençait à gratter énergiquement sa main. La peau de sa main qui était noire, marron foncé, marron clair et peut-être un peu brun foncé, très très foncé, presque noir, était en train de partir et de disparaître. Elle était en train de se décrocher, de partir et de disparaître. Très très foncé, presque noir, marron et presque brun noir, était en train de partir. La peau et le petit eczéma, cette petite croûte sèche qu'il y avait sur ses mains, étaient en train de partir. Elle se grattait et ça faisait mal. Jusqu'au sang, il y avait au bout de ses doigts et en dessous de ses ongles du sang qui coulait. De l'impact du miroir, il y avait du sang qui coulait et qui s'étalait le long de la glace. Le don de voyance qu'avait cette femme. Le don de voyance qu'avait cette femme noire au visage diabolique est parti. Elle n'arrivait plus à me faire voir des rêves et des cauchemars. Elle n'arrivait plus à me faire voir des rêves et des cauchemars, mais comme son don de voyance était parti. Comme son don de voyance était parti, j'entendais la rivière, j'entendais le courant de la rivière de l'autre côté de la forêt. De l'autre côté de la forêt, j'entendais la rivière, j'entendais le courant, comme s'il restait sur place. Comme si le courant restait sur place, j'entendais le courant de l'eau. Il était en train de battre. J'entendais le bruit d'un cœur qui était en train de battre et j'entendais en même temps le courant qui était en train de battre de plein fouet, mais comme s'il restait sur place. La rivière, au fond de la forêt, était en train de battre de plein fouet le courant, mais comme s'il restait sur place. Je l'entendais au travers des murs de la maison, et je regardais, l'homme était en face de l'aile et était en train d'écrire les dernières lignes de son roman. Ainsi, il déposa son récit par terre. L'aile se mit à le lire, et à la fin, c'était exactement ce qu'il se passait. La jeune femme récupéra ses mains couvertes de terreau noir. Il était écrit qu'à la fin, la femme récupéra ses mains couvertes de terreau noir, de croûtes sinueuses qui étaient en train de faire des dessins sur ses mains. Elle retrouva ses mains couvertes de courbes sinueuses qui faisaient des croûtes noires et brun marron foncé. Elle les gratta et ainsi du sang tomba de la paume de ses mains. Du miroir, il y avait du sang dans l'impact. Elle lut alors la fin, qui était exactement ce qu'il se passait à l'intérieur de cette maison.
Lorsqu'elle lut la fin, c'était exactement ce qu'il se passait dans cette maison. Elle récupéra sa main avec des croûtes noires et brun marron foncé. Presque entièrement noire, elle se mit à gratter l'intérieur de ses paumes. C'est comme ça que ainsi le bout de ses doigts était recouvert de sang. L'impact dans le miroir était couvert de sang qui ne cessait de couler le long de la glace. Sur le rebord de la fenêtre, il y avait une fille qui se tourna vers elle. Son regard percuta le sien, et c'est à l'intérieur du blanc de ses yeux qu'elle vit cette jeune fille enjamber la fenêtre. Ainsi, elle put comprendre que la jeune fille n'était pas sa fille, mais elle-même. Elle put comprendre que la maison n'était pas une maison, mais quelque part un tombeau dans lequel elle s'était enfermée. Je suis descendu à la cave après avoir lu cette fin qui ressemblait exactement à celle que j'ai vue. Lorsque je suis descendu à la cave et que j'ai vu cette fin qui ressemblait exactement à celle que j'ai vue, je suis descendu et j'ai aperçu le cercueil sur le côté. Je suis arrivé dans la cave et j'ai aperçu le cercueil sur le côté, penché, ouvert, avec une femme habillée en noir à l'intérieur. À l'intérieur du cercueil, il y avait cette femme habillée en noir. Cette femme habillée en noir, c'est celle qu'il y avait sur la peinture. Elle avait une grande robe noire et 3 rangées de perles blanches. 3 rangées et 3 colliers, 3 rangées de perles blanches qu'elle avait à son cou. 3 colliers de perles blanches. Je les ai regardés, je les ai pris et je les ai mis autour de mon cou. Je me suis allongé à côté de la femme. La femme a tourné son cou sur le côté. Quand la femme a tourné son cou sur le côté et a gardé sa nuque couchée sur le cercueil. Quand elle est restée couchée sur le cercueil et qu'elle a gardé sa nuque couchée sur le côté. Qu'elle s'est retournée vers moi, ses yeux étaient grands ouverts et me regardaient fixement. J'ai vu alors les 3 rangées de perles blanches que j'ai mis autour de mon cou. Je me suis allongé par terre à côté d'elle. J'ai trébuché contre une racine qu'il y avait juste en dessous de ce qui protégeait le cercueil. Le cercueil était ouvert et en dessous il y avait une racine qui était en train de protéger le cercueil ouvert. La femme me regardait fixement. J'étais allongé à côté d'elle avec les 3 rangées de perles blanches qui étaient sur mon buste. J'étais habillé en noir tout comme elle et elle me regardait fixement. Je me suis rendu compte alors que cette femme noire, ce n'était pas une femme qui avait été peinte dans un tableau, ce n'était pas seulement une femme qui avait été peinte dans un tableau qui était là pour pouvoir mettre en valeur un tableau brun, marron foncé, noir, brun presque noir. Ce n'était pas un tableau noir, brun presque noir, ou alors encore marron très très foncé et très obscur. Non, ce n'était pas seulement un tableau obscur, ce n'était pas un fond marron foncé, brun noir. C'était un tableau noir sur lequel il y avait cette femme, et cette femme, ce devait être très certainement moi. Cette femme, ce devait être très certainement moi, car le marron très foncé presque noir, le marron très foncé presque noir et le marron foncé étaient sur cette toile. Je me suis rendu compte seulement après quand elle me fixait très légèrement du regard. Quand elle me fixait très légèrement du regard et que, alternativement, je pouvais voir son regard partir vers la fenêtre en guillotine. Quand je pouvais voir son regard partir vers la fenêtre en guillotine, qu'elle regardait l'extérieur comme si elle aussi voulait partir de cette maison, je me suis rendu compte qu'en fait, au fil du temps, lorsque je vivais avec ces ombres, c'est ce que je cherchais moi aussi. Je cherchais à partir de la maison et à oublier ces ombres, à ne plus avoir à les côtoyer. Je ne voulais ne plus avoir à les côtoyer, je ne voulais ne plus avoir à les voir, je ne voulais même pas voir leur visage, je ne voulais même pas avoir à dévoiler leur visage ou à savoir comment ils étaient. Leurs traits étaient proches des miens et étaient presque pas dessinés. Leurs traits n'étaient presque pas dessinés mais étaient assez proches des miens. J'ai regardé les traits du visage de la jeune femme à côté de laquelle j'étais allongé, cette jeune femme qui me regardait avec un visage fixe. Cette jeune femme qui me regardait avec un visage fixe et avec des yeux fixes. Elle me regardait moi, et rien d'autre que moi. Elle regardait peut-être les 3 rangées de perles blanches que j'avais autour du cou. Elle regardait peut-être les 3 rangées de perles blanches que j'avais autour du cou, les 3 colliers de perles blanches. Elle me regardait fixement et son visage n'était pas différent du mien. Son visage n'était pas différent du mien, je regardais son visage, il n'était pas différent. Il y avait seulement quelques traits de visage qui étaient peut-être un peu différents, tels que les sourcils, tels que le nez et tels que peut-être les lèvres un peu plus fines. Je n'ai pas voulu savoir comment étaient les traits de visage des ombres avec qui j'ai vécu pendant si longtemps. Je n'ai pas voulu savoir comment étaient les traits de visage des ombres avec qui j'ai vécu si longtemps. Je ne voulais pas savoir non plus qui elles étaient, mais quand j'ai su qui elles étaient, j'ai remarqué que j'étais morte à la fenêtre et que j'avais laissé mon ombre à l'intérieur.